Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, cher Éric, l'élu que j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter ce soir est docteur en histoire à l'Université McGill et vice-président de la Fondation Lionel Groulx, dédiée, comme vous le savez, à la promotion de l'histoire du Québec. L'histoire du Québec, Éric Bédard, vous la vivez sur tous les plans, sous toutes ses facettes, de la plus savante à la plus populaire. C'est bien sûr l'histoire qui s'enseigne. Vous êtes professeur à la Télé-Université du Québec et vous défendez âprement depuis toujours son enseignement dans les programmes au collège comme à l'université. C'est aussi l'histoire dont vous débattez dans les médias comme chroniqueur et animateur, notamment la série que vous connaissez, Figures marquantes de notre histoire, sans oublier toutes vos interventions dans les médias électroniques, dans la presse écrite et les réseaux sociaux. Quelle énergie! C'est aussi l'histoire que vous vulgarisez avec bonheur dans des ouvrages grand public comme L'histoire du Québec pour les nuls, maintes fois réédité, ou encore votre récent titre, Le Québec tournant d'une histoire nationale. Vous dédiez d'ailleurs cet ouvrage à la mémoire du regretté Jacques Lacourcière. Mais c'est aussi, Éric, l'histoire qui se fait, l'histoire qui se vit sur le terrain politique, l'histoire politique. Oui, vous y baignez depuis vos jeunes années de militance au Parti québécois. La décennie qui précède le référendum de 1995 fait d'ailleurs l'objet d'un passionnant récit autobiographique. Année de ferveur. Vous y témoignez de votre engagement politique au sein de la génération X, comme on dit. Cet ouvrage plus personnel, voire intime et intimiste, fait de vous un précieux témoin de l'histoire contemporaine. Enfin, Éric, il y a l'histoire savante, celle que vous analysez et publiez dans vos travaux inédits. Je vais y venir. C'est dire, mesdames, Messieurs, qu'Éric Bédard, à l'Académie des lettres du Québec, c'est une présence qui renoue avec celle des historiens fondateurs de notre société. Guy Frégault, Robert Humilly, Lionel Groulx. D'autres historiens ont suivi et ont précédé le nouvel élu dans ces lieux. Michel Brunet, Marcel Trudel, Jean-Pierre Wallot. Puis ce furent, et ce sont encore à l'Académie, Yvan Lamonde et Gérard Bouchard. Quant aux sociologues académiciens dont les travaux inspirent ou recoupent vos propres intérêts, il faut aussi nommer Fernand Dumont et Jacques Beauchemin. Tout un aréopage passé ou présent vous attend à l'Académie. Éric, tenez-vous-le pour dit. Certes, et c'est inévitable, vous ne partagez pas toujours avec les uns et les autres le même point de vue sur l'historiographie du Québec. Loin de faire l'unanimité dans le landerneau historien, vos critiques de l'histoire sociale et du multiculturalisme, votre rapport décomplexé au passé québécois, canadien, français, ont pu faire frémir certains et certaines. Mais le propre d'une société comme la nôtre, société littéraire et société tout court, n'est-il pas de débattre précisément, non seulement entre nous, mais aussi dans l'espace public? Un des sujets qui vous tiennent à cœur, et ne fait point l'unanimité, par exemple, la Nouvelle-France. Si longtemps boudée, elle trouve encore grâce à vos yeux, ce n'est pas par traditionnalisme ou par nationalisme conservateur, comme on vous le reproche parfois. Sur ce point, Éric, vous réclamez simplement un rapport lucide aux origines. Cette relation n'a rien à voir, comme vous le dites bien, avec, je cite, une grande épopée mystique, le témoignage vibrant de notre vocation apostolique en Amérique, etc. Point de passéisme, c'est plutôt le point de messianisme non plus face aux affres du présent. Écrivez-vous à propos de cette vision idéalisée du passé. Pour s'en tenir aux historiens de notre sérail, vous rappelez notamment comment, dans une allusion à Lionel Groulx, le jeune Guy Frégault rejetait à propos des générations antérieures, je cite, « des quantités de rhétorique pleurnicharde sur leur maître le passé ». Dans votre livre de 2011, Recours aux sources, essai sur notre rapport au passé,
vous montrez comment ce rapport a été faussé par la Révolution tranquille qui a résolument tourné les yeux vers l'avenir et rejeté viscéralement le Canada français avec l'eau du bain, si j'ose dire. Pour vous, Éric, tout en reconnaissant la logique marchande qui animait la colonie française et le déclassement des autochtones auquel elle a conduit, vous mettez l'accent sur le type d'alliance qui primait à l'origine avec les autochtones de la coalition laurentienne. Et tout comme moi d'ailleurs, vous ne cachez pas votre attachement aux anciens Canadiens et aux premiers intellectuels du Québec. Mais, Éric Bédard, la Nouvelle-France n'est pas au centre de vos préoccupations de chercheur. Votre thèse de doctorat portait en fait sur la seconde moitié du XIXe siècle. Elle s'attachait à une génération d'intellectuels engagés dans la cité. Vous les nommez les réformistes. C'est le titre de l'ouvrage que vous avez publié chez Boréal en 2009. Étienne Parent, Louis-Hippolyte Lafontaine, Georges-Étienne Cartier, Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, Antoine Gérin notamment, sont au cœur de cette nébuleuse réformiste. L'originalité de votre travail réside dans le choix de cette génération oubliée ou négligée par l'historiographie, mais aussi dans le parallèle que vous établissez par ailleurs entre ces intellectuels et politiciens des années 1850-1880 et ceux de votre propre génération X, celle qui a succédé aux baby-boomers et devancé des milléniaux. Pour le littéraire que je suis, l'intérêt de votre travail réside aussi dans l'importance que vous accordez aux sources plus littéraires de l'époque. Par exemple, vous travaillez aussi avec les romans de Charles Guérin de Chauveau et Jean Rivard d'Antoine Gérin-Lajoie. Alors, dans le spectre idéologique de l'époque, vos réformistes figurent ce qu'on nommerait aujourd'hui des centristes, aussi éloignés des Rouges à la Louis-Antoine Dessaules et Honoré Beaugrand, que des ultramontains à la Basile Routhier ou Jules-Paul Tardivelle. Ces Canadiens relèvent d'une même génération. Ils ont la trentaine vers 1850, tout comme vous d'ailleurs au lendemain de vos années de ferveur. Jadis sympathisants des patriotes jusqu'à 1837, ils se sont résignés progressivement à l'union des Canadas. Pour eux, le gouvernement responsable leur garantit à minima une représentation parlementaire où ils peuvent défendre les intérêts de la nation francophone. Plutôt conservateurs, sans s'assimiler aux Tories anglo-saxons, ils se présentent plutôt comme des préservateurs. Ce caractère timoré leur est reproché par les libéraux du temps, comme au siècle suivant par les historiens néo-nationalistes qui en feront des Canadiens français de service. C'est justement pour nuancer cette représentation caricaturale qu'Éric Bédard vous êtes employé à analyser minutieusement leurs projets de loi, leurs positions en matière d'éducation, d'économie politique, leurs engagements au XIXe siècle. Ce savant travail vous a valu le prix de la présidence de l'Assemblée nationale et le prix Clio Québec de la Société historique du Canada. Mais le temps file et je m'en voudrais de le monopoliser alors que vous trépigniez, cher Éric, à l'idée de prendre vous-même la parole. Alors, Éric Bédard, au terme de ce trop rapide survol de vos écrits et de vos engagements, je ne peux que me réjouir de compter à présent parmi nous le plus jeune historien de l'Académie. Mais prenez garde, Éric, vous n'êtes pas plus jeune dans le temps puisque, sauf erreur, Guy Frégaud n'avait que 26 ans lors de la fondation de notre Académie. Marcel Trudel, 36 ans. Robert Humilly et Jean-Pierre Wallot, 47 et 48 ans. Quand je songe à l'âge canonique que j'avais moi-même l'année dernière en intégrant cette aréopage. Mais bon, la relève est assurée avec vous, donc bienvenue Éric. Chers membres de l'Académie des lettres du Québec, chers amis, Madame Vaillancourt, Madame Régimbald, très honoré d'arriver à cette académie en même temps que vous. Et évidemment, j'ai une pensée pour Madame Saint-Martin. Cher Bernard Andrès, merci beaucoup
pour cette présentation. Je vais, comme vous l'an dernier, tenter d'éviter les pièges de, je vous cite, l'infatuation, la fausse modestie, l'obséquiosité, et j'ajouterai la flagornerie. Mais je ne me priverai pas de dire tout le respect et la gratitude que m'inspire votre parcours et votre œuvre. Pied noir originaire d'Oran, la ville d'Albert Camus, arraché de votre terre natale alors que vous quittiez les rivages de l'enfance, vous avez compris instinctivement ce qu'avait été pour nous, Québécois d'ascendance canadienne-française, l'abandon de cette, je vous cite, ingrate métropole qui a tôt fait d'oublier ces quelques milliers de Canadiens égarés dans un empire étranger et souvent hostile. Ce déracinement précoce offre peut-être une clé pour comprendre votre intérêt pour ce drame de la conquête qui a tant marqué les contemporains du XVIIIe siècle et dont les conséquences continuent d'être discutées. Un départ si soudain du pays de votre enfance vous a fait comprendre très tôt la précarité de ces héritages qu'enfant, on prend pour acquis. À l'instar de Fleury Méplet, Valentin Jotard, Pierre Ducalvet et Pierre de Salles de la Terrière, tous des immigrés français que vous connaissez mieux que nous tous, devenus Canadiens durant la seconde moitié de notre XVIIIe siècle, vous avez défendu les droits à l'existence de votre patrie d'adoption, compris son désir de continuité, communié à son aspiration à la liberté. De cette patrie d'adoption, vous avez fait un objet d'étude. Au premier moment de notre histoire littéraire, vous avez consacré vos recherches, votre érudition et votre créativité. Grâce à vous, nous avons redécouvert tout un réseau de lettrés qui pétitionnaient pour faire respecter les droits des Canadiens, fondaient des gazettes, exprimaient leur vue sur le monde, souvent au prix de leur liberté, sinon de leur vie. Des hommes, insistez-vous, qui, sans fonder une littérature officielle, ont épousé les idéaux des Lumières, c'est-à-dire combattu les superstitions et la tyrannie, défendu la liberté de l'homme de lettres, envisagé l'aménagement d'une proto-laïcité, comme vous l'expliquiez dans Le Devoir la semaine dernière. Non sans raison, vous vous êtes étonné que ces premiers modernes aient été négligés ou oubliés. Dans votre discours de l'an dernier, vous pointiez du doigt la rupture introduite par la Révolution tranquille, donc notre rapport trouble au passé. Je vous cite, « Au nom d'une modernité conquérante, les œuvres d'avant sont perçues comme révolues, démodées, condamnables. » Je ne saurais être plus d'accord avec vous, moi qui ai été associé à une nouvelle sensibilité dans notre rapport au passé, qui est souhaité non pas oublier ou rejeter les riches héritages de la Révolution tranquille, mais rappeler avec d'autres, par mes travaux et mes engagements, que l'histoire du Québec ne commençait pas en 1960, que l'intention nationale québécoise n'avait aucun sens si elle n'était pas située dans un temps long de débats, de combats et d'espoir. C'est donc à vous, cher Bernard Andrès, le fils d'Oran, devenu l'un de nos plus éminents historiens de la littérature, que je dois mon entrée dans cette académie, moi, le descendant d'Isaac, le forgeron, arrivé en 1660 avec femme et enfants, moi, le descendant de Louis, le cultivateur, témoin des bombardements de Québec durant l'été 1759, moi, le descendant de Jacques, le défricheur, parti faire de la terre dans l'arrière-pays de Portneuf au XIXe siècle, une terre où naîtra toute une lignée de bédards jusqu'à mon père, Alexandre, qui, à 19 ans, à la veille de la Révolution tranquille, partait vivre à Montréal avec sa petite valise en carton empruntée à sa mère et 100 $ dans ses poches. Oui, c'est à vous, Bernard, le Québécois d'adoption, que je dois mon entrée à l'Académie. Moi qui n'ai jamais vécu d'exil prolongé, qui ai vu le jour dans une société qui défendait l'égalité des chances, garantissait l'accès aux études supérieures, encourageait l'ascension sociale, moi qui ai grandi dans un monde familier, aimant, rassurant, Québécois d'adoption, Québécois de vieille extraction, nous travaillerons ensemble, ramerons dans la même direction, contribuerons à une même œuvre. Merci Bernard. J'éprouve un certain vertige en me présentant devant vous. Comme cela a été dit par Bernard, né en 1969, je serai à un temps, que j'espère le plus court possible, le plus jeune membre de l'Académie. Lorsqu'il a été question de soumettre ma candidature, d'ailleurs, je me suis immédiatement demandé si je n'étais pas trop jeune pour être affublé du titre d'académicien. Mais encouragé par Bernard, j'ai vite surmonté mes scrupules, non sans tenter d'en connaître davantage
sur l'histoire de cette institution fondée le 9 décembre 1944 dans la résidence de Victor Barbeau, l'âme de cette académie pendant plusieurs décennies. Dans l'un de ses textes de présentation d'ailleurs de l'Académie, Barbeau écrivait, je le cite, « Nous nous sommes gardés de subordonner le mérite à l'âge. De la sorte, au lieu qu'elle soit la fin d'une carrière, le terme, l'échéance d'un talent, l'Académie en pourra être, non le point de départ, ce qui serait téméraire, mais la phase la plus active, celle de la verte floraison. Par cette communion, cette compénétration des générations, en quoi nous avons innové, nous comptons obtenir la continuité et le renouvellement indispensable à nos fins. » Fin de la citation. Parmi les membres fondateurs de l'Académie, on retrouve des Canadiens français de plusieurs générations, du plus âgé, Lionel Groulx, né en 1878, au plus jeune, Guy Frégault, vous l'avez dit, né en 1918, il avait 26 ans. Bien avant l'Académie française, notre institution allait accueillir des femmes, je pense à Marie-Claire d'Aveluy, Rina Lanier et Geneviève Guèvremont, et offrir sa toute première médaille à la toute jeune Gabrielle Roy, avec qui Victor Barbeau aura une correspondance suivie. C'est ici, dans ces lieux, dans cette ancienne bibliothèque de Montréal, que le 29 mai 1945 allait se tenir la seconde réunion officielle de l'Académie. Depuis mon élection, des amis bienveillants, certains sont dans cette salle, et parfois moqueurs ou perplexes, me demandent mais quelle fin poursuit l'Académie des lettres du Québec et en quoi elle se distingue de l'Académie française? Je ne saurais répondre à la place des vétérans qui ont animé cette vénérable institution, mais je trouve une partie de la réponse dans la genèse de l'Académie canadienne-française et dans les écrits de Victor Barbeau. L'Académie française, je le rappelle, a été et reste encore aujourd'hui une créature de l'État français. Le cardinal de Richelieu avait assigné à ses premiers membres une mission très claire, rédiger un dictionnaire, édicter les normes et les règles d'une langue qui avait connu, durant le siècle de la Renaissance, un développement pour le moins chaotique. Fondée en 1634, l'Académie française allait devenir l'institution phare du classicisme, le temple de l'orthodoxie linguistique et parfois le mouroir de certains écrivains en quête d'immortalité. Notre Académie n'a pas été fondée par l'État. Elle n'est pas non plus la créature d'un ancien représentant du pouvoir colonial. L'Académie des lettres du Québec a été fondée par des gens de lettres. Et voilà une différence fondamentale. C'est à l'abri de l'État, de l'Église et du pouvoir que notre Académie est née et s'est développée. 100 ans après la publication d'un premier répertoire national, un siècle après la parution de l'influence d'un livre, de la terre paternelle et de l'histoire du Canada, le temps n'était-il pas venu pour les écrivains canadiens-français de se regrouper, d'affirmer leur existence en tant que corps? C'est ce que croyait Victor Barbeau avec toute la bonne volonté d'un pionnier. Cela peut étonner aujourd'hui, mais ce père fondateur avait le sentiment, dès les années 1940, que la littérature d'ici était en voie de s'affranchir de la politique, qu'elle avait même acquis une certaine autonomie. Jeune turc, Barbeau avait, durant les années 20, combattu les régionalistes, comme d'autres, plus tard, combattront les romans à thèse, cette littérature souvent pauvre, conscrite par une cause où les personnages incarnent souvent davantage des types sociaux que des êtres humains tiraillés par des pulsions antinomiques. À cette littérature militante, Barbeau préférait des œuvres écrites avec finesse qui exploraient les contradictions douloureuses de l'être, les méandres du moi, la complexité humaine, Trop longtemps, déplorait Barbeau, la littérature d'ici n'était point parvenue, je le cite, à se dégager du remous, du tourbillon des inquiétudes et des luttes collectives. Fin de la citation. Poète, romancier, gens de lettres, conscrit par la survivance, avait préféré servir le collectif, défendre une cause. Je cite Barbeau. Au milieu de ces angoisses, de cette fièvre, qui pouvait se soucier de l'être humain ramené aux dimensions de ses désirs, de ses fins, de ses doutes, de ses peines? En sacrifiant leur moi, leur personnalité, à l'univers trop lourd à leurs épaules d'une patrie en gestation, ils ont obtenu qu'on les sacrât poètes, même quand ils n'étaient que d'habiles versificateurs. Que savons-nous pourtant de la chair et de l'esprit des hommes et des femmes qui ont vécu cette douloureuse aventure? Quels sont les livres qui nous introduisent dans leur intimité?
rien de ces existences ne nous a été livré, fût-ce à l'état d'ébauche. » Fin de la citation. Hélas, pour Barbeau, cette littérature conscrite par la politique n'avait pas écrit ces derniers mots. En 1971, Jacques Godbout, membre émérite de cette académie, déplorait que les œuvres des écrivains de sa génération aient été assimilées au réveil québécois de la Révolution tranquille, donc, comme il le disait lui-même, à un texte national. Un roman ou un poème publié n'attirait l'attention que si l'œuvre révélait l'une des facettes d'un Québec en train de s'affirmer. Godbout déplorait le phénomène car il estimait que la littérature y perdait au change. Je le cite. « C'est que l'écrivain, dans un pays normal, se donne d'abord pour mission d'approfondir l'être, donc d'enrichir de signification, c'est beau, d'enrichir de signification l'aventure humaine, même s'il crie son désespoir. L'écrivain dans un pays normal, si l'on me permet cette tautologie, peut être un écrivain toute sa vie et jusque dans sa mort. Il est des pays où l'on peut être. Le Québec ne fait pas encore partie de ces nations normales. » Fin de la citation. 1971. Barbeau et Godbout, loin de renier leurs origines, eux qui ont cherché à servir leur peuple à leur façon, le premier avec les Séchocs, Mesures de notre taille, 1936, c'était un peu le nègre blanc d'Amérique des années 30. Le second, en fondant la revue Liberté, en s'activant pour les écrivains de son pays, étaient convaincus, donc ces deux, Barbeau et Godbout, étaient convaincus que la meilleure façon de servir le Canada français et le Québec, c'était de laisser les écrivains explorer toutes les facettes de l'aventure humaine dans la gratuité et la beauté. Ce qui nous ramène à notre point de départ, la mission que poursuit cette compagnie qui soufflera dans 2 ans ses 80 bougies. Contrairement à l'Académie française, l'Académie des lettres du Québec a été créée à l'abri des pouvoirs qui entendent conscrire les écrivains pour défendre une cause. Cette différence fondamentale explique la précarité financière de notre Académie, qui a toujours été jalouse de son indépendance. Cette vulnérabilité lui donne en même temps son panache et permet peut-être de comprendre sa devise initiale « Feu qui dure ». Cette indépendance de tous les pouvoirs, ajoutée, je cite Barbeau, à la garde de la culture et de la langue française, m'apparaît fondamentale pour comprendre ce qu'est l'Académie des lettres du Québec. Nous sommes ici dans un espace contrôlé, un safe space, diraient certains, où la liberté est considérée comme une valeur sacrée, l'indispensable oxygène à la création. En ces heures un peu sombres, où selon certains, brûler des livres serait une manière de purifier la pensée et de réviser le passé, où certains censeurs rêvent de javeliser les œuvres d'autrefois, l'Académie, je cite Barbeau, doit rester cette vigilante armure d'une tradition qu'il est de notre ambition, comme il le sera de nos successeurs, c'est nous, d'enrichir et de vitaliser par toutes les ressources de la sensibilité, de l'intelligence et du goût. Vous me direz, fort bien, mais vous n'êtes pas écrivain et vous n'ambitionnez pas d'écrire des romans, de la poésie ou du théâtre, et vous aurez parfaitement raison. Quelle est donc ma légitimité pour vous entretenir ainsi de littérature? L'historien est-il un homme de lettres? Ce sont là de vraies questions qu'au moment de franchir le portail de cette académie, je n'entends pas éluder. L'historien, un homme de lettres? Victor Barbeau en était convaincu. Sinon, pourquoi aurait-il associé dès les débuts de l'Académie une myriade d'historiens? Si ces devanciers m'intimident beaucoup, je crois avoir ma place dans cette Académie des lettres, c'est que, à mon avis, l'histoire peut être une littérature contemporaine. Une chose me frappe en littérature. L'un de ses courants les plus porteurs, et j'ajouterais les plus populaires, est celui de la littérature vérité. De Truman Capote à Emmanuel Carrère, en passant par Alexandre Solzhenitsyn, de nombreux écrivains ont recouru à la littérature pour se rapprocher au plus près du réel. Ces essais d'investigation littéraire ont donné des œuvres fortes qui ont permis d'explorer les ressorts intimes de meurtriers ou de bourreaux, tout en cherchant à situer dans leur contexte des préjugés raciaux, des injustices sociales, des mécanismes psychologiques ou des utopies mortifères. Si bien les écrivains se sont rapprochés de l'histoire pour appréhender leur objet, je constate que les historiens du XXe siècle,
je parle ici des historiens de profession, ceux qu'on le retrouve notamment à l'université, ce sont eux, très souvent, éloignés de la littérature. Les historiens de métier croient avoir gagné en objectivité, en sérieux. Je crois pour ma part que cette mise à distance de la littérature a appauvri notre discipline, en plus de l'éloigner du grand public. Rappelons que les historiens du XIXe siècle étaient considérés comme d'authentiques écrivains. Dans les collèges classiques, les écrits des historiens de l'Antiquité étaient étudiés pour leur qualité littéraire. Poète, François-Xavier Garneau était un véritable écrivain et son Histoire du Canada trouve sa place parmi les classiques de notre littérature. Je considère également Guy Frégault comme un authentique écrivain. Ses gros ouvrages étaient, comme il le disait lui-même, composés, parsemés de portraits et de réflexions qui se rapprochaient du genre de l'essai. Sa prose était soignée, son style classique ne manquait pas de souffle. Un exemple parmi d'autres, tiré de la guerre de la conquête, 1955, où Frégault atteint, à mon avis, un sommet, tant du point de vue de l'historiographie que de la littérature. Je le cite, « Tout est lié, politique, économie, société, situation géographique, gouvernement, grandes affaires, classe sociale, parti, groupe d'intérêt. Saisissez une activité ou une fonction, toutes les autres suivent, entraînées par elle. Pourquoi? Parce que c'est l'homme que vous saisissez, l'homme qui, tout à la fois, assure sa subsistance, exerce un métier, s'administre, se bat et tient à des idées qui ne sont jamais tout à fait les siennes, mais qu'il nourrit de son expérience propre. » C'est un écrivain qui écrit comme ça. Guy Frégault. Une tradition positiviste, reprise par l'École française des annales et le marxisme, a voulu faire de la discipline historique l'une des provinces des sciences sociales, avec ses lourdes prémices théoriques et ses problèmes de recherche à résoudre. Au nom de la rigueur et de l'objectivité, l'histoire s'est tout naturellement éloignée de la contingence et du récit. Une manière comme une autre pour la profession de prendre congé de l'emphase boursouflée et des discours hagiographiques d'une rhétorique classique jugée désuète. L'historien ne serait plus un auteur immergé dans son époque qui assumerait sa subjectivité, mais un chercheur, un savant, qui ferait rapport de ses découvertes en recourant au nous impersonnel de la science. En souscrivant à cet habitus du chercheur, bien des historiens espéraient donner du lustre à leur discipline et être pris davantage au sérieux par les praticiens des sciences sociales. Le résultat concret de ce choix, c'est que les historiens vont tourner le dos aux lecteurs et ne s'adresser qu'à leurs pairs. Pire encore, certains vont multiplier les néologismes abscons ou confondre jargon et sophistication de la pensée. D'aucuns me répondront que c'était là le prix à payer pour assurer l'autonomie de la discipline historique et des historiens à l'université et dans la société. J'ai beau comprendre la démonstration, je continue de penser que l'histoire reste une mise en récit. À la suite d'Yvan Jablonka, je refuse de choisir entre une histoire scientifique qui tournerait le dos à la littérature et une histoire littéraire qui tiendrait la vérité pour une valeur secondaire. Si les écrivains se documentent pour saisir par la littérature l'histoire en marche, je ne vois pas pourquoi les historiens se priveraient des procédés de la littérature pour envisager le réel dans toute sa complexité. Avec sa chronologie, ses personnages, ses rebondissements, ses idéaux nobles et ses passions tristes, la riche matière du passé n'a rien d'une fiction, mais peut devenir un roman vrai, un récit vraisemblable et convaincant du temps humain. Les historiens ont la chance d'avoir un public hors des murs de l'université. Leurs livres peuvent intéresser un public d'honnêtes gens, cultivés, assoiffés de connaissances. Tous les éditeurs et les libraires vous le diront, les biographies et les synthèses claires et vivantes comptent de très nombreux lecteurs. Sans rien sacrifier de notre rigueur, de nos méthodes, sans minimiser l'importance que nous accordons aux sources, adressons-nous à l'esprit autant qu'à la sensibilité de ces lecteurs qui souhaitent comprendre ou découvrir un personnage ou une époque. Ce discours de réception, je m'en voudrais de le conclure sans tenter de répondre à une question toute simple. Une question posée aux gens de lettres lors d'un colloque organisé par l'Académie en 1984. Pourquoi écrire? À cette question de sens, toutes les réponses sont personnelles, intimes, comme on vient de le voir avec Mesdames Vaillancourt et Régin-Bald. À cette question toute simple, j'offrirai une réponse qui vous paraîtra peut-être un peu sentencieuse, je m'en excuse,
mais j'écris pour mettre de l'ordre dans le chaos. L'une des grandes découvertes, l'une des grandes leçons de ma vie adulte est la suivante: le chaos est la norme. Lorsqu'on a la chance d'avoir des parents généreux, une famille qui a cru en nous et qui respecte la voie que l'on a choisie, lorsqu'on a des enseignants attentionnés, des professeurs dévoués, quelques maîtres inspirants, lorsqu'on suit un parcours scolaire régulier et que l'on trouve sa place dans un monde professionnel compétitif sans trop de difficultés, bref, lorsqu'on a été épargné par les malheurs et les drames, on peut en venir à croire que c'est l'ordre qui est la norme, non le chaos. Et puis vient la vie, les ruptures, les conflits, les rancunes, les déceptions, les concurrences, les ambitions. Et puis vient notre intégration à une société en marche qui préexiste à notre arrivée, avec ses dilemmes, ses hésitations, ses atavismes, ses débats existentiels. On découvre alors que la civilisation n'est qu'un vernis, que le désespoir et la souffrance sont beaucoup plus répandus qu'on l'avait imaginé enfant, que la stabilité apparente du monde ne tient souvent qu'à un fil. Je suis d'une génération venue après les 30 Glorieuses, après l'affaissement de l'utopie communiste, après la révolution sexuelle et le sida, après l'échec d'un projet de refondation politique du Québec. Je suis d'une génération désenchantée, la première à vivre les conséquences du divorce et une crise de la valeur famille, la première, au Québec du moins, à vivre sans proposition religieuse forte, sans consolation spirituelle. Ces constats sont sombres, mais je sais maintenant que ma génération, la génération X, comme on l'appelle, est loin d'être la première à ressentir une sorte de vertige face à l'avenir. J'ai pu constater, en étudiant l'histoire, que toutes les générations ont le sentiment de vivre une période sans une autre pareille, des défis en apparence insurmontables. Le seul et unique recueil de nouvelles d'Alain Grandbois, membre fondateur de notre Académie, porte un titre si caractéristique, « Avant le chaos », 1945. Son avant-propos est crépusculaire. Je le cite, « Les hommes de ma génération ont vécu des jours que leurs cadets ne connaîtront jamais. Le monde qui se dessine aujourd'hui et qui sera celui plus dur encore de demain ne nous échappera peut-être pas entièrement, mais il sera bien neuf pour nos yeux fatigués. » Fin de la citation. C'est pour mettre de l'ordre dans ce chaos que les êtres humains ont inventé des religions, des utopies, des idéologies. Ces croyances, ces dogmes et ces idées ont d'abord été jetés sur du papier. Au commencement était le verbe. Avant tout changement, toute transformation, il y a des mots, des phrases, des livres. C'est pour y voir plus clair, mettre de l'ordre dans le chaos, que j'écris. Écrire sur l'histoire de mon pays, pour surmonter la rupture introduite par la Révolution tranquille, reprendre le dialogue avec des anciens, interroger une tradition de débat, renouer avec une intention collective qui a pris forme il y a bien longtemps. Écrire sur les réformistes, pour m'approcher d'une génération confrontée à des défis bien plus dramatiques que les nôtres. Écrire sur nos commencements, pour mieux entrevoir et comprendre des origines. Écrire pour offrir à mes contemporains un sens de la continuité, un regard peut-être un peu plus empathique et généreux sur le passé que celui qui m'a été légué. Mais écrire aussi pour mieux comprendre qui l'on est, pour se dévoiler à soi-même, répondre à une sorte d'impérieuse nécessité intérieure, tenir son journal, comme je le fais depuis 1993, consigner ses réflexions du moment, ses bons coups et ses regrets, ses rencontres inspirantes, ainsi laisser une trace de l'histoire qui se fait sous nos yeux et à laquelle on prend part bien malgré soi, même si on reste un acteur secondaire de la grande histoire. Écrire des essais sur des questions sensibles, prendre parti, ainsi comprendre les valeurs qui façonnent notre sensibilité et notre regard sur le monde. Tel un mémorialiste un peu précoce, revenir sur sa jeunesse, en proposer un récit personnel, tracer quelques portraits de personnages qu'on a croisés et qui nous ont marqués. Écrire pour s'inscrire dans une continuité collective. Écrire pour mieux se comprendre et se connaître. Écrire pour témoigner. Écrire aide-t-il à mieux vivre?
Je réponds oui, mais sans être dupe, sans y voir une recette miracle. Dans Extension du domaine de la lutte, Michel Houellebecq écrit « L'écriture ne soulage guère, elle retrace, elle délimite, elle introduit un soupçon de cohérence, l'idée d'un réalisme. On patauge toujours dans un brouillard sanglant, mais il y a quelques repères. Le chaos n'est plus qu'à quelques mètres, faible succès en vérité. » Fin de la citation. Écrire donc pour introduire ce soupçon de cohérence. Écrire pour combler un vide, ce vide abyssal qui caractérise l'homme sans Dieu. Mais écrire aussi pour être lu, pour exposer à des lecteurs généreux une part de soi, pour entrer en dialogue avec les autres et avec son époque. Quelques remerciements en terminant. L'avantage de devenir académicien à 52 ans, c'est d'être reçu en présence de ses parents, à qui je dois tant. Merci à ma mère, qui m'a accompagné tout jeune à la bibliothèque, qui a senti très tôt mon intérêt pour les livres. Merci à mon père, qui m'a transmis son goût prononcé pour une langue claire, élégante, et aussi qui m'a transmis son aversion pour la vulgarité populiste. Je veux remercier mes enfants, Nora et Arthur, d'être présents, de partager ce moment. Vous êtes et resterez ma plus grande fierté. Je veux aussi remercier Nadia, ma femme et ma meilleure amie, qui m'a toujours soutenu, accompagné, encouragé. Une femme dépareillée, aurait dit mon grand-père Arthur. Merci beaucoup. Et donc, merci beaucoup pour votre accueil. Merci.